Ce matin, nous avons la chance d'avoir une personne qui a ce souci, qui porte ce souci là, des stratégies bas carbone et de l'adaptation des structures au changement climatique. Il est consultant au sein de la société Carbone 4. Il est chef de projet du pôle agriculture et agroalimentaire. Et pour ne rien gâcher, il est issu d'une famille qui ne manque pas de discernement. C'est une famille d'élevage et qui recourt au service de la société Innoval. Donc merci à vous, Briac Renaudin. Je vous laisse la scène, c'est à vous, pour nous présenter tout ce qui est enjeu et objectif de la journée. Merci Martial. Donc en effet, mon père est éleveur pas très loin, à 20 km. Il fait du lait. Donc je m'appelle Briac Renaudin, donc je suis chef de projet chez Carbone 4. Moi aussi, donc, je suis ingénieur agronome. J'ai passé mes concours dans une salle pas très loin ici. Mais par contre, j'ai fait une autre école publique à Paris. Donc je travaille chez Carbone 4. Donc Carbone 4, on est 180 environ. On est basé sur 4 sites. Donc le siège à Paris, des bureaux à Rennes, à Toulouse et à Lyon. Ça a été fondé par 2 associés et puis un 3e qui les a rejoints, donc Alain Grandjean, Jean-Marc Jancovici et Laurent Morel. On travaille sur différents secteurs d'activité, que ce soit donc l'agriculture, l'énergie, le bâtiment et d'autres. On a accompagné plus de 500 clients et ça fait maintenant 17 ans qu'on existe. Donc chez Carbone 4, on accompagne les entreprises à 2 niveaux. Donc on accompagne les entreprises sur leur réduction de leur impact environnemental et on accompagne aussi les entreprises sur le fait d'être plus résilientes et donc réduire l'impact environnemental sur leurs activités. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux et des objectifs pour la filière animale. Donc avec un rappel sur le contexte climatique, quels impacts climat de l'agriculture et de l'élevage. Ensuite, on va voir les défis et enfin, comment réussir la transition. Alors, pour rappel, je pense que vous le savez tous, mais on est entré dans un changement climatique. Ici, vous avez un graphique où vous voyez l'évolution des températures depuis 80 ans, sur l'axe des Ardennais, et en abscisse, vous avez la répartition sur une année, de janvier à décembre. On voit que en fait, l'intensité des étés s'accentue. On a des étés qui sont beaucoup plus chauds dorénavant et on a également des hivers qui sont un peu moins frais. Et comme vous pouvez le voir aussi, on a un élargissement donc tout en haut dans ces dernières années de la période estivale. Une période estivale qui est un peu plus longue que les années précédentes. Et on voit que ça part un peu en exponentiel. Là, ce graphique-là, c'était une présentation des données climatiques jusqu'en 2023. Il faut savoir que 2024, c'est l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. On a dépassé les 1,5 degrés. Donc ça continue à s'accentuer. Ce changement climatique, il est 100% lié aux activités humaines. Ça, c'est le GIEC, qui est un groupe d'experts qui le dit. Ils ont fait plusieurs simulations. Une simulation où ils ont en fait annulé toutes les activités humaines. Ils ont fait comme si on n'était pas là. Et ils ont vu qu'en fait le climat restait stable, donc vous voyez en bleu. Et ils ont fait une autre simulation où ils ont rajouté toutes les émissions qui étaient liées aux activités humaines, qui est la courbe que vous voyez en orange, rose. Et on voit qu'en fait cette courbe colle avec ce qui est observé aujourd'hui sur l'évolution des températures. Donc c'est bien les activités humaines qui sont liées au changement climatique et c'est bien 100% de ces activités humaines. Donc d'où ça vient en fait ce changement climatique? Eh ben, ça vient principalement de notre utilisation d'énergie fossile. Ici vous avez un graphique avec l'évolution des consommations d'énergie depuis l'ère pré-industrielle, donc 1850. Donc au tout début, on consommait principalement du bois, de la biomasse, et puis progressivement, on a ajouté du charbon avec l'industrialisation, puis le pétrole, puis le gaz, et enfin les nouvelles énergies, il y a le nucléaire et les énergies renouvelables. Et on voit sur ce graphique que les énergies se sont superposées. Il n'y a jamais eu, en fait, l'une n'a jamais remplacé l'autre. On utilise toujours plus de charbon
aujourd'hui que dans les années précédentes. On utilise toujours plus de pétrole et on utilise toujours plus de gaz. Et donc c'est ces énergies fossiles, les principales, charbon, pétrole, gaz, qui sont à l'origine de ce changement climatique. Le GIEC, donc, qui est un groupe d'experts, a fait plusieurs scénarios qui s'est projeté en fait d'ici la fin du siècle. Et on a plusieurs scénarios où on a des températures qui augmentent de l'ordre de 5 degrés, ou des scénarios où on stabilise le climat, que vous voyez en bleu. Aujourd'hui, on est sur une trajectoire qui est plutôt sur celle que vous voyez en rouge, c'est-à-dire plus 5 degrés. Mais on s'est fixé comme objectif avec les accords de Paris en 2015 de stabiliser le climat à hauteur de 2 degrés. Donc il faut qu'on redresse la pente et qu'on arrive plutôt sur les courbes que vous voyez en bleu, plutôt que de suivre la tendance actuelle où on est sur une projection à plus 5 degrés. Ce changement climatique, il va amener deux types de risques pour les entreprises. À la fois des risques physiques, puisqu'on aura des conditions climatiques sur Terre qui vont évoluer et qui vont du coup aggraver l'exposition aux entreprises. On va le voir tout à l'heure. Et également des enjeux de transition, puisque si on veut réduire du coup ces émissions et aussi changer notre modèle économique, il va y avoir des bouleversements au sein des entreprises. Si on revient aux enjeux, aux risques physiques, donc le réchauffement climatique, c'est à la fois un réchauffement, mais c'est aussi un dérèglement. Donc vous allez avoir plus de vents violents, on va avoir plus de gel tardif, notamment comme je vous ai expliqué, comme on a le printemps qui commence un peu plus tôt, les températures qui se réchauffent plus vite, la nature se réveille plus vite, et en fait ils sont toujours soumis au gel tardif qui peut exister. On aura également des sécheresses, ça on l'a vu ces dernières années, même en Bretagne, hein, je crois qu'en 2022 ou 2022 c'était assez sec, et ça va s'accentuer. Pareil pour les crues. Les pluies également, c'est pas parce qu'il y a un réchauffement qu'on va avoir moins d'eau. En fait, on peut avoir plus d'eau et plus de sécheresse en même temps, puisqu'en fait, le réchauffement climatique, c'est un dérèglement du cycle de l'eau. Donc, on va avoir plus de phases avec des étés secs et des vagues de chaleur, et plus de phases avec des pluies intenses qui vont du coup provoquer des problèmes, notamment pour les semis. Et c'est le cas par exemple cette année où on a eu beaucoup de pluie l'hiver dernier, et du coup la production de blé en France aujourd'hui est très faible, en tout cas cette année. Donc là, on a vu les risques physiques, et il y a également des risques de transition pour les entreprises qui sont de plusieurs natures. On a des risques réglementaires. Aujourd'hui, vous avez par exemple au Danemark une réglementation qui va être mise en place en 2030, où le pays va taxer toutes les émissions de carbone qui sont liées à l'élevage. Donc ça c'est nouveau, ça va être le premier pays qui va faire ça, mais ils vont mettre en place des taxes sur l'élevage. On a également donc l'Europe qui met en place un reporting extra-financier, donc la CSRD. Les entreprises commencent à connaître ces quatre initiales qui du coup demandent aux entreprises de s'engager et en tout cas de reporter plusieurs indicateurs sur leur stratégie de réduction des émissions. On a également des risques sur les clients, toute la chaîne de valeur, clients et fournisseurs. Il y a beaucoup de clients dorénavant qui vont voir leurs fournisseurs pour leur demander d'avoir des produits bas carbone et qui leur demandent aussi de s'engager sur une réduction des émissions, puisque beaucoup d'entre elles s'engagent dans des labels privés comme par exemple le SBTI, Science Based Target Initiative, donc qui est un label un label volontaire pour réduire les émissions, et beaucoup d'entreprises s'engagent dans ce label pour réduire leurs émissions. On a également des risques sur les parties prenantes et aussi les salariés. On a des prix internes du carbone qui sont fixés au sein des entreprises. On a aussi une pression des salariés qui demandent aux entreprises d'agir, et parfois des étudiants aussi qui mettent la pression aux employeurs pour évoluer sur ces sujets. Et enfin, on a aussi les financements. Aujourd'hui, beaucoup de banques commencent à mettre des indicateurs carbone sur leurs prêts et peuvent mettre, du coup, on peut avoir des prêts bonifiés si on a met en place des plans de réduction ou alors des malus dans certains cas. Et beaucoup de certains actifs, certains actifs d'entreprise vont aussi
devenir des actifs échoués, puisqu'en fait, ce seront des activités qui ne seront plus viables dans le long terme. Je vais redire maintenant sur les impacts de l'agriculture et de l'élevage, notamment en France. L'agriculture pour le territoire français, donc c'est 19% des émissions qui sont réparties de la façon suivante. Donc c'est principalement l'élevage à hauteur de 59%. Ensuite, vous avez tout ce qui est culture, 27%, et ensuite l'énergie. L'agriculture, elle a comme particularité, contrairement aux autres activités, que la répartition des émissions est principalement liée à des gaz qui sont différents du CO2. Donc c'est principalement le méthane. En fait, on retrouve un peu le diagramme de précédent, c'est-à-dire que le méthane, donc, qui est principalement lié aux activités animales, le protoxyde d'azote, 29%, qui est principalement lié à l'utilisation des engrais, et enfin le CO2, 15%, qui est principalement lié à l'utilisation en fait, de l'énergie qu'on va retrouver dans les tracteurs ou dans les groupes électrogènes. Donc ça, c'est la particularité de l'élevage. C'est pas forcément du CO2, c'est surtout du méthane et du protoxyde d'azote. On a des émissions donc, qui ont lieu en France via notre production, mais aussi en France, on importe des produits. Il faut savoir que l'importation de produits, ça représente 16% des émissions au final de l'alimentation française, et c'est principalement lié à la déforestation. On importe beaucoup de produits qui sont liés à la déforestation, donc des produits non alimentaires comme le bois, le papier, le caoutchouc, mais aussi des produits comestibles, comme en tout cas des produits végétaux, le soja, le cacao, l'huile de palme, le bœuf. Et donc pour l'élevage, c'est principalement le soja qui a un impact, puisqu'on importe beaucoup de soja qui peut être, en tout cas qui est souvent déforestant, puisqu'il est originaire d'Amérique du Sud. Au niveau de la répartition en fait, des émissions sur les différents élevages, on a des enjeux qui sont différents. Donc à gauche, vous avez la répartition pour les ruminants, donc les bovins, et puis à droite, vous avez porcins, volailles, donc plutôt des granivores. Sur tout ce qui est ruminant, le gros impact, ça reste la fermentation entérique, qui représente plus de la moitié en fait, des émissions, la production de bœuf ou de lait. Et ensuite, vous avez l'alimentation. Pour les autres productions, c'est plutôt l'alimentation qui est en premier lieu, avec du coup une répartition plus importante pour la volaille, puisqu'elle a moins de gestion des fluents. Donc ça, c'est des enjeux différents entre les deux différentes productions, puisque vous avez un gros impact sur la rumination et sur la fermentation entérique, sur les bovins, que vous n'avez pas forcément sur les autres productions. Quels sont les défis à relever? Alors, le premier, c'est on s'est fixé des objectifs. Donc, tous les États plutôt de l'Union des Nations Unies, excusez-moi, se sont rencontrés du coup en 2015 et ont signé les accords de Paris. Donc, ces accords de Paris, c'est en tout cas les pays qui les ont signés, puisque certains sont repartis. Ils se sont fixés comme objectif de ne jamais dépasser les 2 degrés et tout faire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc ça, c'est en fait, le cadre des Nations Unies qu'on s'est tous fixés. Qu'est-ce que ça veut dire pour la France? Ça veut dire que d'ici 2050, là vous avez une évolution des émissions depuis 1990 avec un point intermédiaire à 2022, et jusqu'en 2050, les accords de Paris, donc c'est diminuer d'autant les émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez que vous avez la répartition ici en fonction des différents secteurs d'activité. En fait, tous les secteurs d'activité doivent réduire drastiquement, et celui qui doit réduire le moins, on va dire, c'est l'agriculture, puisqu'en fait, on a des émissions qui sont qui sont biologiques. On l'a vu avec la fermentation entérique, sur l'alimentation, sur les engrais. Donc c'est celui qui baisse le moins, même s'il va falloir baisser beaucoup. L'évolution de baisse qu'on a eue sur les 30 dernières années, elle était de l'ordre de à peu près 1% par an. Sauf que l'objectif qu'on doit atteindre d'ici 2050, c'est 80 millions de tonnes de CO2. Donc en fait, c'est diminué aujourd'hui de 5,5% par an. Donc on a quand même un gros gap à faire d'ici les 30 prochaines années. 30 voire 25 prochaines années plutôt.
grosso modo, c'est à la fois diviser par 5 nos émissions et c'est aussi multiplier nos puits de carbone. Aujourd'hui, les puits de carbone, on a peu de puits et il va falloir essayer de les rehausser, soit en reforestant, soit en stockant du carbone dans les sols. Donc si je reviens en fait sur les objectifs de l'agriculture. En termes d'objectifs, donc c'est d'ici à 2030, c'est baissé de moins 18%, et d'ici à 2050, c'est moins 46%. Donc tous ces chiffres, c'est issu de la stratégie nationale bas carbone du gouvernement français. Donc c'est les chiffres de la version 2. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler sur une version 3 qui sera publiée prochainement en 2025. Donc on aura peut-être une évolution des chiffres et des pourcentages l'an prochain. En tout cas, à date, l'objectif, c'est de réduire de 50% les émissions d'ici 2050. Comme on a diverses productions en agriculture et diverses sources d'émissions de gaz à effet de serre, on n'a pas forcément les mêmes enjeux pour tous. Donc pour l'élevage, d'ici à 2050, c'est plutôt moins 36%. Pour les cultures, c'est moins 40%. Et pour tout ce qui est énergie, là, on est sur une baisse drastique puisqu'on est quasiment à moins 100%. Donc c'est en gros décarboner l'énergie et réduire les autres émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs de baisse de gaz à effet de serre, ils peuvent se faire à la fois par une baisse en intensité, avec une amélioration des émissions des gaz à effet de serre par production. Et ils peuvent aussi se faire par une baisse de volume. On a des scénarios, par exemple, qui ont été réalisés, alors, que ce soit par l'ADEME, qui a fait 4 scénarios, ou des entreprises, des associations privées comme l'IDRI, ou ici vous avez un exemple de Solagro, qui ont fait des simulations, et pour atteindre les objectifs de neutralité et pour atteindre les objectifs que, en tout cas sur le secteur alimentaire, il va falloir passer par un changement des régimes alimentaires, donc probablement un peu plus de légumes et de légumineuses et un peu moins de viande et de produits laitiers. Donc ça c'est un scénario, hein, c'est pas forcément la réalité, et on a ici une baisse qui est présentée de l'ordre de moins 50%. Même si dans un monde bas carbone, il y aura de l'élevage, hein, il faut le rappeler. Alors, comment réussir la transition ? Donc, je l'ai montré tout de suite, on peut baisser en volume, mais aussi baisser en intensité. Et il y a plein de leviers qui existent aujourd'hui pour réduire les émissions de la production d'élevage. On va en citer 6 ici. Tout d'abord, il y a une meilleure maîtrise du cycle de l'azote. Aujourd'hui, on peut, notamment par exemple sur les productions végétales, il peut y avoir des leviers pour mettre les apports d'engrais au bon moment avec la bonne dose, quitte à fractionner les apports pour pouvoir réduire les pertes, que ce soit du coup des pertes qui vont se volatiliser et qui vont se transformer en protoxyde d'azote, mais aussi des pertes en lessivage, en nitrate. Vous pouvez avoir aussi des leviers sur la gestion du troupeau. Donc ça peut être par exemple en élevage laitier, on peut réduire l'âge de premier vélage, on peut travailler sur la génétique, sur l'état sanitaire des animaux. Il y a plein de leviers là-dessus. On peut aussi déployer des pratiques agroécologiques. Donc ça peut être par le déploiement de haies, plus de couverts végétaux. On a également des leviers sur l'alimentation bas carbone. Pareil, beaucoup de leviers là-dessus. Sur les filières animales, on peut soit se sourcer en soja qui vient de zones non déforestantes, soit aussi passer sur du soja, du tourteau de colza à la place du tourteau de soja. On peut aussi se référencer, en tout cas se fournir vers des agriculteurs qui ont mis en place des pratiques bas carbone au sein de leur culture, avec des engrais bas carbone ou alors une meilleure gestion de l'azote au sein des productions végétales. On peut avoir aussi une plus grande efficacité dans les exploitations, au niveau notamment de la consommation d'énergie. Donc ça peut être au niveau de changer la motorisation des tracteurs, réduire les énergies qui sont utilisées par exemple dans le bloc traite avec des pré-refroidisseurs, des choses comme ça. Et on peut aussi produire de l'énergie bas carbone. C'est le cas avec la méthanisation, l'agrivoltaïsme ou le photovoltaïsme sur les bâtiments également.
Donc il existe plein de leviers qui sont possibles en agriculture pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En fait, l'enjeu, il est... alors je vais passer, parce que je pense que je ne vais pas avoir beaucoup de temps. L'enjeu, c'est que techniquement, c'est possible de réduire les émissions. Je l'ai cité tout à l'heure, on a plein de solutions qui existent. Et les acteurs de l'élevage, ils ont les capacités techniques pour le faire. Après, il y a 3 points, en tout cas, que je note, qui sont les limites un peu aujourd'hui au déploiement de ces leviers. D'abord, c'est de définir un plan de transition qui soit clair et partagé par tout le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément des plans de transition qui sont faits dans les entreprises ou dans les filières, donc on n'arrive pas trop à avoir d'objectifs, et du coup, savoir quel levier on va mettre en place. Le second enjeu, c'est le financement de ces leviers. Au final, tout le monde se repasse un peu la patate chaude, c'est-à-dire que les entreprises ne veulent pas financer les leviers, les consommateurs, parce que les consommateurs ne veulent pas mettre le prix, les pouvoirs publics ne mettent pas non plus les subventions en place. Donc en fait, tout le monde se reporte le problème, mais personne ne finance les leviers. Et enfin, le dernier point, c'est sur l'accompagnement humain. Il va falloir beaucoup de monde pour mettre en place ces leviers, et on a besoin de gens qui soient formés sur ces choses-là. Je vais revenir sur les 2 points, donc sur le plan de transition et le financement des leviers. Aujourd'hui, chez Carbone 4, on accompagne en fait certaines entreprises à faire des scénarios. En fait, on les aide à projeter leur activité dans des scénarios bas carbone pour que les aider ensuite à développer un plan de transition. Donc, on projette leurs activités. Ça peut être pour une entreprise ou pour une filière, comme des filières animales, et on modifie certains critères, on les projette dans différents scénarios pour atteindre la neutralité, et après ça leur permet de définir ensuite un plan de transition. Donc ça, c'est important de le faire à l'échelle d'une entreprise ou à l'échelle d'une filière. Et l'autre point, c'est sur les financements. Donc là, c'est à l'échelle du monde. Aujourd'hui, on a des besoins de financement de transition qui sont importants, alors qui sont à gauche. Là, on parle de 266 trillions de dollars, donc c'est des milliers de milliards de dollars. Donc c'est beaucoup, mais en fait c'est très peu par rapport aux pertes qu'on va avoir dues au changement climatique. Sur le graphique du milieu, vous avez 1060 trillions de dollars qui sont liés en fait aux pertes économiques qu'on va avoir avec un scénario à 1,5, donc on est déjà à 1,5, donc on sait qu'on va avoir des milliards de dollars de pertes. Et à droite, vous avez en fait les pertes qu'on va avoir si on continue sur la trajectoire actuelle. On va avoir 2 fois plus, 3 fois plus, même 2300 milliards de dollars, trilliards de dollars de pertes. Et vous voyez en fait le gap ici. Si on met en place des actions dès maintenant pour essayer de réduire les émissions à 1,5, on va permettre de limiter toutes les pertes dues au changement climatique. Mais en fait, il faut agir maintenant. Et du coup, c'est un peu l'enjeu, collectivement, trouver des financements et pour pouvoir mettre en place les leviers d'action de façon la plus urgente possible. Voilà, merci à tous. Merci Briac. J'imagine qu'il y a des questions dans la salle. Je vais vous inviter à lever la main, ceux qui ont des questions. On va en prendre 2, 3. Ou des réactions. Stéphane. Merci pour votre intervention. Moi, j'ai une petite question. Donc, on a bien noté les objectifs, on va dire, de la France de diminuer l'impact du carbone à 2050. Et ma question, c'est quoi le poids de la France à l'échelle mondiale dans cette décarbonation pour que, on va dire, le monde réussisse à se décarboner? Alors, j'ai plus trop les chiffres en tête, mais c'est de l'ordre de 2%, 1%. Donc c'est assez petit, mais tous les États qui ont signé les accords de Paris ont des objectifs et tous les États doivent faire en sorte de remplir ces objectifs. Donc après, l'objectif, c'est que tout le monde joue le jeu. Vous avez présenté là, les 6 grands types de leviers. Est-ce qu'il y a des scénarios qui ont été faits réalistes? Parce qu'on a compris que ça impliquait plein d'acteurs qui se refilent la patate chaude, en gros. Est-ce qu'il y a des scénarios théoriques qui ont été
modélisé pour savoir le pourcentage de chaque levier qui pourrait contribuer à un objectif qui est celui qu'on recherche. Ouais. Alors la question, vous le faites par entreprise, sur une entreprise. C'est ça. Mais est-ce que c'est fait à l'échelle d'une filière, par exemple ? Alors à ma connaissance, je ne sais pas si ça a été fait dans d'autres filières, dans des filières animales ou végétales. En tout cas, le gouvernement a mis en place un SGPE, Secrétariat Général à la Planification Écologique, et ils ont demandé des plans de transition aux différentes filières. Donc ces filières ont forcément dû le faire, elles ont transmis un plan, mais nous on n'a pas connaissance, pour l'instant ils ne sont pas publics, alors je ne crois pas qu'ils sont publics, et ces plans de transition ils servent justement à faire évoluer la stratégie nationale bas carbone. Aujourd'hui on est à la version 2, l'année prochaine ils devraient publier la version 3. Voilà. Et après ils utilisent en effet plein de types de leviers. J'ai pas forcément tout passé parce qu'on était un peu limité dans le temps, mais en fait pour toutes les grandes catégories ici que j'ai présentées, vous avez à chaque fois des sous-leviers. Par exemple là c'est des leviers que j'ai récupérés dans une des méthodes qui est la Carbone Agri du label bas carbone. Pour chaque levier, on a des potentiels de réduction à l'échelle de l'exploitation. Et après, l'enjeu, c'est de cumuler ces leviers, les mettre en place. Et comme j'ai dit, il y a plusieurs freins parfois, et ça peut être des freins à la fois parce qu'on n'a pas défini, qu'on mettait dans le plan, on ne les a pas financés, ou on n'a pas d'accompagnement humain. Donc parfois, il y a des limites, mais l'objectif, c'est de les mettre en place le plus rapidement possible. Hop, je reviens. Voilà. Bonjour, Benoît Rouillet, Institut de l'élevage. C'est juste un petit complément. Les filières ont des feuilles de route décarbonation, notamment pour les ruminants qui nous concernent. Elles sont disponibles et effectivement, on travaille avec eux pour établir des scénarios avec un certain nombre d'hypothèses de décapitalisation, de changements alimentaires sur ces filières-là. Donc tous ces résultats-là sont accessibles en termes de feuilles de route. Et puis, effectivement, l'important, ça va être la SNBC 3, qui est actuellement en cours de relecture pour une diffusion en 2025 et qu'on attend avec impatience. Parfait. Merci. Bonjour, Nicolas Delaroche, Labéry. J'ai une question concernant les réductions sur l'élevage, que ce soit, enfin sur l'agriculture, que ce soit sur l'élevage ou sur les productions végétales. Est-ce que les projections ou les hypothèses de diminution de production de carbone sont faites à isovolume, à croissance de volume ou diminution de volume? Est-ce qu'on est sur de l'optimisation de nos productions actuelles, ou est-ce que les axes sont les réductions du cheptel et des surfaces agricoles, globalement? Alors ça, en fait, les objectifs que la France s'est fixés, c'est des objectifs en absolu. Donc après, il faut juste, c'est à la fois des. Alors je sais pas s'ils sont. Je pense qu'il y a les deux. C'est à la fois un objectif il y a des trucs en volume en effet, et à la fois en intensité. Là, vous parliez de la stratégie nationale bas carbone, peut-être? Ou... Et donc c'était de savoir quelle était dans les simulations, dans les résultats que vous présentiez ou dans les sujets sur lesquels vous phosphoriez, quelle stratégie vous preniez? Est-ce que c'était que de la réduction de cheptel, réduction de la consommation, etc., ou est-ce qu'on on parlait de moins 10% en équivalent carcasse, par exemple? Ouais. Alors sur la stratégie nationale bas carbone, il y a un peu des deux, voire trois. On va rajouter un troisième levier qui est de limiter les importations. En fait, les émissions, c'est vraiment les émissions territoriales. On a des objectifs sur les émissions du pays France, en tout cas du périmètre France. Aujourd'hui, par exemple, le poulet, il y a un poulet sur deux qui est consommé en France qui vient de l'extérieur. Donc on peut très bien limiter ces importations et on aura toujours en France la même, en tout cas, une production qui peut évoluer en intensité et en volume, mais on peut aussi jouer sur le moins d'importation. Il y a
plusieurs leviers en tout cas. Mais sur la stratégie nationale bas carbone, j'ai plus en tête les différents leviers qui sont sélectionnés, puisqu'en plus il y a différentes productions. Par exemple sur les bovins, je sais qu'ils misent, en tout cas ils vont suivre la trajectoire actuelle où il y a une baisse des agriculteurs, en tout cas des éleveurs. Donc il va y avoir une petite baisse en volume, mais globalement tous les autres leviers, c'est des leviers d'intensité en fait. On va faire en sorte de mettre en place des actions qui vont permettre de réduire les émissions avec du coup en limitant les émissions par litre produit ou par kilo de bœuf sorti. Merci Briac.